Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de Zach Patton. Je serai votre narrateur dans cette troisième partie des théories de l'espace-temps. Et pour ce final, nous allons parler du voyage dans le temps. Eh oui, le voyage dans le temps. Une théorie qui fascinera à jamais les êtres humains. Revenir dans le passé pour changer certaines actions ou pour simplement revoir ce qu'était la civilisation à une époque distante, ou alors faire un bond dans le futur pour voir ce que va devenir notre monde. Tout comme la téléportation et les univers parallèles, cette théorie nous fait rêver et nous fait imaginer plein de scénarios possibles. Mais avant toute chose, définissons donc le voyage dans le temps. C'est un concept qui définit un mouvement entre deux points dans le temps, de manière analogue à ces mêmes points dans l'espace, et généralement ce mouvement doit être effectué grâce à ce que l'on appelle une machine à voyager dans le temps, bien qu'il puisse exister quelques méthodes alternatives. L'origine de ce concept est assez floue. Le plus vieil écrit qui mentionne un voyage dans le temps est le livre Nihongi Shoki, écrit en 720, les Chroniques du Japon, qui est le deuxième livre le plus ancien de la culture japonaise. Dans ce livre subsiste l'histoire d'Urashima Taro, un jeune pêcheur qui visite un palais sous-marin, mais après 3 jours de visite, il revient chez lui et réalise que 300 ans ont passé. Dans la culture juive, l'histoire de Oni Hamagel raconte qu'il s'est endormi pendant 70 ans et s'est réveillé dans un entourage qu'il ne reconnaissait plus. La culture hindoue raconte l'histoire du roi Raivata Kakudmi, qui effectue un passage au paradis, mais quand il revient, des décennies ont passé. Ces récits ont un point commun, le personnage fait un bond dans le futur malgré lui. D'autres récits plus récents ont étendu le sujet, comme l'an 2440 Rêve s'il n'en fut jamais de Louis-Sébastien Mercier en 1770 ou encore Rip Van Winkle de Washington Irving en 1819. Il est difficile de situer le premier récit parlant de voyage dans le passé, mais la plus récente histoire confirmée est le livre Paris avant les hommes de Pierre Boitard en 1861 qui raconte les aventures d'un homme transporté malgré lui dans la préhistoire. Suite à tout cela, bien évidemment, l'ère moderne a fait passer le voyage dans le temps dans le domaine de la science-fiction et les histoires éclatèrent de toutes parts. Les premières histoires parlant de machines à voyager dans le temps sont The Clock That Went Backwards d'Edward Page Mitchell en 1881 et El Anachronopète de Enrique Gaspar y Rimbaud en 1887. Mais passons donc à la physique. Encore une fois, cette chronique n'est pas un cours de physique quantique, alors nous allons survoler les différentes idées que les scientifiques ont pu émettre au cours des années. On parle de voyage dans le temps surtout en parallèle au principe de la relativité générale qui pourrait nous permettre de voyager dans le temps grâce à des trous de verre. Oui, ces mêmes trous de verre que nous avons évoqués dans une précédente partie. Nous pouvons encore parler de l'effet Casimir généré par l'énergie négative présente dans l'espace. Encore une fois, je vous invite à vous renseigner plus en profondeur sur toutes ces idées de physique quantique, car sinon la nuit risque d'être longue. Passons plutôt à ce qui fait la force de cette théorie, les différents effets que peuvent engendrer un voyage dans le temps. À ce jour, il existe 3 effets possibles. Nous allons les définir avec des exemples visuels. Premièrement, l'effet papillon. C'est l'idée la plus connue de toutes. L'effet papillon, ou Grandfather Paradox en anglais, sous-entend que si l'on effectue une modification d'un événement dans le passé, les répercussions se feront sentir dans le présent. L'exemple le plus prépondérant est bien évidemment le film Retour vers le futur. Quand McFly se retrouve coincé au bal et monte sur scène, il voit sa mère se faire lentement dévier du chemin qui mène à son père. De ce fait, si ses parents ne se rencontrent pas, McFly et son frère n'existeront pas, et ceci est visible sur la photo de famille où le frère disparaît et McFly commence à perdre vie. Cette idée implique donc qu'il n'existe qu'une seule ligne temporelle qui est modifiable en fonction des événements affectés. De par ce fait, beaucoup de gens ont imaginé comment aurait tourné le monde si quelqu'un était revenu dans le passé pour tuer Hitler quand il était enfant. D'ailleurs, si vous aimez les histoires de voyage dans le temps pour aller tuer Hitler, regardez Kung Fury, vous n'allez pas le regretter. Voici l'exemple primaire de l'effet papillon. Si vous revenez dans le passé et que vous tuez votre propre grand-père, alors ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir exister. Oui, parce que si votre grand-père il est mort, donc vos parents ne seront pas nés, et par extension vous non plus. Donc du coup vous ne pouvez pas revenir dans le passé pour le tuer, mais du coup vous existez quand même. C'est le genre de question qu'il ne faut pas se poser, laissez tomber. Il y a un autre film qui traite de l'effet papillon de manière un peu plus subtile. About Time de Richard Curtis et Tim Bevan, sorti en 2013. Sans trop vous dévoiler l'intrigue, le film raconte l'histoire d'un jeune homme nommé Tim Lake à la recherche de l'amour de sa vie. Tim apprend au cours du film que tous les hommes de sa famille possèdent la faculté de voyager dans le temps, plus précisément dans leur passé. Tim peut par exemple revivre une soirée qui s'est mal déroulée et changer le cours des événements de cette soirée, ou alors par exemple revivre un passage un peu awkward avec une fille. La particularité de ce pouvoir est qu'il n'a pas de limite, mais il y a une condition. Si l'homme devient père, alors il ne pourra plus voyager dans le passé avant la naissance de son enfant. Enfin si, mais s'il le fait... Bon, je vais pas vous spoiler, mais la raison est évidente. Ce film met en avant une idée intéressante.
Si l'homme en question peut revenir dans son propre passé à volonté, il pourrait tout simplement revenir à ses jeunes années, vivre une nouvelle vie avec de nouveaux choix et recommencer indéfiniment. Ceci pourrait être une porte vers l'immortalité. C'est un excellent film que je vous conseille vivement de voir. Deuxièmement, les lignes temporelles divergentes. Cette deuxième idée est appréciée dans la science-fiction car elle permet de rejoindre la théorie du multivers. J'ai déjà utilisé les exemples suivants dans les précédentes parties, mais comme elles se rejoignent, ces exemples restent concrets et importants. Dans Dragon Ball Z, quand Trunks revient dans le passé pour sauver Goku de la maladie du cœur, il ne modifie pas son propre futur mais crée malgré lui une nouvelle ligne temporelle où Goku ne meurt pas. C'est un univers parallèle. Dans Source Code, à chaque fois que Colter Stevens est envoyé dans le passé, cette action crée un nouvel univers. Dans l'un, il sauve la fille, dans l'autre, il arrête le terroriste. La création d'une nouvelle ligne temporelle permettrait simplement de concevoir une réalité où certains événements se seraient passés différemment. Cette idée est prépondérante dans les comics Marvel et DC afin d'expliquer certains événements qui auraient mis à mal la continuité principale, comme par exemple Marvel Zombie ou Deadpool to l'univers Marvel, ou encore Flashpoint pour ne citer que. Le troisième et dernier effet possible, la boucle temporelle. Cette idée est liée de près au paradoxe de l'écrivain ou boucle de causalité. La boucle temporelle implique que certaines personnes qui en sont prisonnières doivent revivre indéfiniment certains événements sans pouvoir s'en libérer, à moins de remplir certaines conditions. La plupart du temps, il suffit de comprendre et de s'adapter à tout ce qui se trouve à l'intérieur de la boucle temporelle et ainsi créer un échappatoire. Cette boucle devient donc un puzzle. Mais si l'on pousse l'idée à son paroxysme, on comprend également qu'il est possible de créer des situations où l'on ne connaît pas l'origine de la boucle. Ceci est le principe du paradoxe de l'écrivain. Comme par exemple dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, quand Harry Potter sauve son parrain grâce à un sort qu'il n'aurait pas pu lancer s'il ne s'était pas vu le lancer auparavant. Quand a été lancé le premier sort alors ? Est-ce que cela rejoint la question de la poule ou l'œuf ? Dans le manga Naruto, Itachi piège Kabuto avec la technique secrète Izanagi, le forçant à revivre le combat jusqu'à ce qu'il s'accepte tel qu'il est. On peut également citer la trilogie de jeux Time Splitters, notamment Future Perfect, où le protagoniste cède au fur et à mesure des voyages dans le temps, créant ainsi des boucles temporelles. Ce paradoxe est également présent dans des films comme Terminator. Si Reese n'avait pas été envoyé dans le passé, John Connor ne serait jamais venu au monde et il n'aurait donc pas pu lui-même envoyer Reese dans le passé. Si vous voulez voir d'autres films traitant de la boucle temporelle, vous pouvez par exemple regarder Looper, Edge of Tomorrow, Un jour sans fin, Déjà vu, Repeaters ou ARQ par exemple. Nous avons pu découvrir une nouvelle façon de voyager dans le temps grâce à la série de jeux vidéo Assassin's Creed. Pour être clair, cette série ne parle pas de voyage dans le temps, mais l'élément narratif central nous décrit une technologie permettant de s'envoyer dans le passé. La machine en question s'appelle l'Animus et permet à son utilisateur de se transposer avec un de ses ancêtres à une époque précise, via son ADN, afin de revivre la vie de ce dernier. C'est une version simplifiée du voyage dans le temps car ce n'est que l'esprit du protagoniste qui voyage. Dans cet exemple précis, le personnage qui voyage dans le temps ne peut en aucun cas modifier les événements de la ligne temporelle, il ne fait que les regarder comme un spectateur qui regarde un film. Cette idée pourrait très bien être assimilée à la téléportation parapsychologique que j'ai décrite dans l'épisode précédent. Voyager dans le temps est pour l'instant physiquement impossible, et même si cela devenait possible un jour, les effets d'un tel voyage pourraient être dévastateurs. Si on voyage dans le passé et que l'on modifie un événement important, peut-être qu'un autre événement le supplanterait et dégraderait le monde. Si on voyage dans le futur, nous pouvons apprendre que certains événements vont se produire, les empêcher et causer d'autres événements. En ce qui me concerne, je tends à dire qu'il n'y a qu'une ligne temporelle et qu'il ne faut pas la modifier. Nous vivons dans le présent, mais nous sommes également le futur de notre passé et le passé de notre futur. Donc d'une certaine manière, passé, présent et futur ne font qu'un, et modifier la ligne temporelle pourrait causer de graves dégâts. Certains iraient jusqu'à dire qu'abîmer la ligne du temps pourrait détruire l'espace-temps dans son ensemble. Il est temps d'apporter une conclusion à cette troisième partie des théories de l'espace-temps. Le voyage dans le temps est une idée dangereuse qui j'espère ne se confirmera jamais. Il y a trop de facteurs qui pourraient tous nous mettre en danger et je préfère l'imaginer comme une idée de science-fiction qui permet simplement de raconter un tas d'histoires plus folles les unes que les autres. Et voilà, ainsi se termine cette trilogie sur les théories de l'espace-temps. Il y a encore tellement de choses à dire, tellement d'idées et d'explications dont je ne peux pas parler ici, car si c'était le cas, la vidéo durerait vraiment trop longtemps. Je vous invite vivement à vous intéresser à ces théories, ça en vaut la peine car tout ceci est extrêmement intéressant. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ces théories en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et surtout partagez la vidéo, c'est le plus important. En attendant je vous dis à la revoyure car d'autres aventures m'attendent. Ciao! Et surtout n'oubliez pas de passer voir la page de l'illustratrice, comme d'habitude.